propre pseudo-compagnie qui s'appelait Xenocorp. On a tourné pendant à peu près un peu pendant ouais, environ. On a commencé à travailler sur notre jeu de fin d'études du coup pendant la fin d'Artefiction. On l'a continué pendant un petit moment. On a dû s'arrêter parce que telle est la vie du monde indépendant malheureusement. J'ai ensuite continué un peu en indépendante sur des projets personnels. J'ai fait du consulting pour plein de choses qui ne sont pas sorties, donc je peux pas en parler, c'est super. Euh, et un peu après ça, du coup, j'ai eu mon premier poste dans le triple A. Donc, j'ai été narrative designer chez Massive Entertainment en Suède, à Malmö. J'ai bossé pendant 2 ans dessus. Je viens de terminer actuellement. Je, donc, sur le projet Avatar, mais je ne vais pas pouvoir en dire plus parce que c'est un projet qui n'est pas encore annoncé. Et là, actuellement, je suis repartie pour une pause. Je vais probablement me remettre à faire un peu de l'indépendant, un petit peu de consulting, tout ça, et on va voir ensuite ce que la suite prépare. Voilà. Excellent. Très bien, très bien. Donc, déjà, parcours très, très, très fourni. Donc, il y aurait déjà beaucoup de choses à dire. Oh là là, ils arrivent tous. Bonjour Von Scheich, bonjour Folsier. Vous êtes en retard. Euh, Comme ça que ça se passe ici. Du coup, on va parler de narrative design. Alors, c'est marrant parce qu'on a parlé de ce que je vais dire juste après en off, et je me trompe. Mais c'est intéressant parce que je pense que tout le monde se trompe, ou que beaucoup de monde ont une mauvaise vision du narrative design. Donc moi, ce que j'avais dit en termes de définition du narrative design, pour moi, le narrative design, c'est quoi? C'est le fait de raconter une suite de faits et ou d'événements, réels ou inventés, et d'y associer des quêtes, des mécaniques de jeu, et ou des systèmes design ou des level design. Ça, c'est ma vision de la chose en théorie. Mais dès la théorie, c'est pas vrai. C'est c'est pas tout à fait ça. Alors, ce qu'il faut comprendre avec le narrative design, c'est que c'est une notion qui est relativement jeune et qui est pas. Je ne sais pas s'il existe une définition unie de ce qu'est le narrative design, ce qui rend son exercice assez compliqué parce que du coup, ça ne va pas forcément vouloir dire la même chose selon le studio. Mais je pense que le narrative design est plus clair en tant que discipline presque plutôt que comme métier, ce qui est un peu Ok. paradoxal. Mais disons que a priori, le narrative design, c'est vraiment le travail de réconciliation de la narration avec tout ce qui est ludique. Ok. Enfin, de manière la plus fondamentale possible. Le Ok. narrative design, c'est une sous-branche du game design et c'est pas nécessairement une sous-branche du game writing, donc tout ce qui est écriture de scénario dans le jeu vidéo. Ça, je pense que c'est comment dire, une notion qui est importante à souligner dès le début parce que Ouais. c'est quelque chose qui est souvent confondu, même s'il est très possible d'être engagé en tant que narrative designer et qu'on nous demande de travailler sur du script writing ou des trucs comme ça. Ça peut arriver, mais on va y venir, mais ça dépend Ouais. énormément des demandes des projets. Ok. Donc, si on reprend donc, ce que tu as dit au niveau théorique et essence, donc réconcilier la narration et tout ce qui est ludique, donc ça c'est en théorie. Et comme tu as fait des prods et une très grosse prod, et ayant fait plusieurs prods en indépendant, la théorie, on va dire que à la pause café du premier jour, elle vole en éclats. Et, euh, et du coup, comment ça se passe concrètement, donc comme c'est spécifique au studio, comment ça se passe concrètement l'application du narrative design sur un gros triple A, ou en tout cas dans une boîte qui est énormissime. Comment, comment faire déjà? Donc on va parler de plusieurs choses, hein. On va parler de la conception de la narration, de l'intégration de cette narration dans le jeu, comment on la teste, et si peut-être tu peux filer des exemples concrets, bref. Mais du coup, en conception, comment ça se passe? Comment on fait pour dire, bon ben, on va raconter un truc et ça doit être fun. Alors déjà, je vais juste préfacer tout ça par dire que je vais malheureusement devoir limiter au maximum les exemples que je vais sortir du triple A pour des simples raisons de NDA, du fait que voilà. En plus, cette production est toujours en cours, elle n'a pas été annoncée, tout ça. Donc du coup, je vais être très vague sur Oui, ce genre d'exemple, même oui, si oui. il est possible que je prenne des exemples aussi
de choses que je sais que des collègues, par exemple, ont vécu ou des choses comme ça. Je vais généralement être très vague et genre rien de ce que C'est je dis ne normal. peut être genre tiré de son contexte pour dire que telle ou telle Oui, chose se passe pour le jeu actuellement. c'est normal, c'est C'est normal. ouais, c'est malheureusement important à préciser. Oui. Hem, alors, donc déjà, on va commencer à parler par l'échelle, enfin à parler d'échelle parce que selon l'échelle du projet, les choses vont être complètement différentes. Déjà, en indépendant, hem, très rarement on va se retrouver avec quelqu'un qui va avoir le rôle de narrative designer à part entière parce que c'est un gros investissement de temps. Personnellement, je pense que c'est un investissement de temps qui peut être nécessaire même en consultation, mais bon, on sait très bien que la réalité des choses, ça implique un budget, ça implique une structure d'équipe qui peut se permettre de gérer ça et au bout d'un moment, on met ses priorités là où on peut. Mais heu, disons que si on prend ça au niveau d'un triple A, par exemple, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que rarement, très rarement, les narrative designers vont être les personnes qui vont arriver avec l'histoire. OK. Si quelqu'un arrive avec l'histoire, ça va soit se passer à un niveau, très haut dans la hiérarchie, soit ça va se passer au niveau, des game writers qui, eux, sont en charge d'écrire vraiment, les choses, genre le plot, le scénario, tout ça. Le rôle du narrative designer, il va venir généralement soit au même enfin, il va venir au moins un tout petit peu plus tard parce que le rôle du narrative designer, c'est pas nécessairement, heu, d'écrire cette histoire justement, mais plutôt la soutenir au niveau du gameplay. Et du coup, soit la soutenir au niveau du gameplay, soit d'être genre le pont entre le game design Ouais. et cette histoire. Et trouver comment est-ce qu'on peut réconcilier ces 2 éléments parce que souvent ils vont être un peu en conflit. OK. Et du coup, donc tu as les game writers ou tu as, je sais pas, un creative director ou des scénaristes qui arrivent avec, leur histoire, ou un plot ou je sais pas, enfin bref, au Mmh. moins une histoire filée, un début, un milieu, une fin. Et du coup, en concept, si tu fais le pont, ça veut dire que tu vas checker, je sais pas, quelqu'un qui fait une quête, tu vas checker si elle est bonne. Si quelqu'un fait un objet, une épée, n'importe quoi, tu vas devoir regarder la description de l'épée, comment elle est faite. En fait, où est-ce que tu vas concrètement dire là ça suit l'histoire, là ça suit pas l'histoire. Enfin, voilà. Alors, ouais, c'est encore une fois, alors déjà ça dépend encore une fois malheureusement de la taille Ah de oui, l'équipe. oui, oui, bien sûr, bien J'aimerais sûr. donner des définitions plus précises, mais ça dépend vraiment des choses. Hem, c'est comment dire? Cette notion de support, elle va plus se faire au niveau de la définition des mécaniques elles-mêmes ou au niveau de la structure de l'histoire. Enfin, je vais utiliser un comment dire? Enfin, je ne sais pas si c'est un exemple qui va beaucoup parler aux gens, mais il y a quelque chose qui se dit beaucoup, en narration en général, en narration traditionnelle, c'est, le show don't tell. Donc ce que ça veut dire show don't tell, ça veut dire montre, ne décrit pas, plus ou moins. Donc ce que ça implique, c'est que par exemple, si on a un personnage qui est triste, au lieu de dire ce personnage est triste, on va montrer ce personnage qui marche tout seul, je sais pas, sous la pluie, enfin, je dis n'importe quoi, Ouais, voilà. Et du coup, on va comprendre l'état d'esprit du personnage beaucoup plus, et avec une résonance émotionnelle beaucoup plus forte que si on nous disait tout simplement: «Oh là là, je suis triste». oui, Voilà. Heu, là où le jeu vidéo change un peu la donne, c'est qu'il y a une autre dimension du show et du tell, il y a le play. Et le rôle du narrative designer majoritairement, ça va être essayer de, transformer le maximum de l'histoire en play. ok, Parce parce que du coup, on va se retrouver dans une situation où au lieu parce qu'en gros, si on a, un jeu qui tell tout le temps, ça va être, je sais pas, par exemple, un vieux jeu d'aventure en texte, par exemple. Ça va être ouais, beaucoup de tel. ouais, Le show, ça va être des cinématiques constantes, généralement et le play, ça va être les moments justement, ces moments où on remarque le narrative design, en fait, qui vont allier, un moment spécifique de l'histoire, au jeu. Par exemple, bon, je vais prendre l'exemple que tout le monde connaît, désolée, je fais c'est le pas petit grave, il faut, voilà. il faut. Mais par exemple, dans, What Remains of Edith Finch, cette fameuse scène des poissons de la poisson peut-être je spoil pas, je sais pas si je peux Ah spoiler. oui, pardon. Est-ce que vous avez fait What Remains of Edith Finch? Sinon, on vous allait spoiler. Voilà. C'est bon, tu peux y aller.
Non, mais à un moment, OK. il faut y aller. Disons, je vais essayer d'être vague quand même. Donc en gros, il y a un moment où on joue un personnage et on essaye de montrer, le fait qu'il se retrouve coincé dans une routine et on veut exprimer sa détérioration mentale et le fait qu'il est en train d'essayer de s'échapper par son imagination, à sa réalité ou dans laquelle ils sont, isolés, dans lequel ils sont, coincés et du coup, on va avoir d'un côté, du comment dire? Le gameplay du fait enfin, il travaille dans une cannerie de poissons, donc du coup, Ouais, il découpe des têtes de poissons et il les décou et en gros, on fait ça avec un joystick. Avec l'autre joystick, on commence à vivre dans l'imagination de ce personnage qui est un petit bonhomme qui se promène et cetera et les choses deviennent de plus en plus complexes au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on oublie complètement ce qu'on est en train de faire. Donc, pour vraiment créer cette idée de monotonie, ça, bon, ça, rarement on atteint ce niveau-là. En général, on n'a juste pas l'espace de créer des choses comme ça. Mais idéalement, le narrative design appliqué, ça donne des trucs comme ça. ok. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, déjà faites What Remains of Edith Finch, ou sinon, regardez cette scène sur votre meilleur YouTube. Euh, ouais, il n'y a pas mieux. Donc je crois que il me semble sur la gauche, vous découpez des poissons, l'action est toujours la Mhm. même, et donc elle devient automatique, et de l'autre côté, il faut diriger un personnage, je peux en dire plus, mais voilà. Voilà, voilà. Les questions, on y répondra après. Il y a une FAQ à la fin. Donc, ok. Donc, ça, c'est appliqué. C'est ce qu'on peut faire de mieux en narrative design, en tout cas avec un exemple d'aujourd'hui. En gros. Exactement, voilà. Du coup, En pratique, voilà. Vas-y, je voilà, te ça va laisse. pas, En pratique, voilà, comment on fait? ça va pas souvent être ça, malheureusement, parce que les priorités sont autrement, parce que comment dire, créer un jeu vidéo, c'est à petite échelle ou à très très grosse échelle, c'est un travail complètement titanesque et surréel. Genre, je sais pas comment aucun jeu sort. C'est très impressionnant. En vrai, plus on travaille dedans et plus Oui, c'est hallucinant, oui. je trouve. Euh, Euh, et du coup, généralement, une façon dont ça peut se manifester, ça va être structurer par exemple, structurer comment est-ce qu'on va découper, enfin, on a ce bloc d'histoire, comment on va le découper en différents morceaux, comment est-ce qu'on va créer la structure type, par exemple, d'une quête, ça va être ok, du travail de narrative design. Donc c'est pas à proprement parler du travail, comment dire, c'est pas à proprement parler de l'histoire, c'est pas à proprement parler du level design, ça se passe entre les deux. Ça peut être ça, mais honnêtement, et ça c'est vraiment quelque chose à comprendre, la limite entre game writer, level designer, et en plus il y a des sous-catégories, par exemple quest Quest designer designer, ouais. voilà, tu as des trucs comme ça qui se mélangent et du coup, ça va énormément dépendre de ce dont le projet a besoin et de comment le studio fonctionne. Donc, Ok. ouais. Si je reprends ton exemple de comment structurer une quête, est-ce que ça veut dire que toi, en tant que narrative designer, par exemple, tu vas dire, ok, pour les quêtes secondaires, tu vas faire une structure. Est-ce que, du coup, les quest designers vont se servir de cette structure pour faire leur quête? Est-ce que c'est un travail que tu fais en amont? Tu vois ce que je veux dire ou... Alors, je vois ce que tu veux dire. C'est toujours très compliqué de répondre parce qu'en vrai, hors il y a pas vraiment de enfin, hors contexte, hors production Oui, oui, oui. spécifique, c'est difficile Mais, de répondre à ça. ok, Mais oui. d'accord. Généralement, il va y avoir un travail de design qui va se faire en amont. Ouais. Je sais pas, je sais pas si tu citais, system designer, par Oui, exemple, oui. tu vas faire le système de combat avant de faire les déclinaisons des 50 Ouais. armes que tu vas utiliser pour, voilà. Ça va généralement se passer comme ça. Après, forcément, comme dans n'importe quel jeu vidéo, n'importe quelle production de jeu vidéo, on va essayer d'avoir une loupe de feedback. On va Ouais. genre concevoir des choses, tester les trucs, voir si ça marche ou pas en pratique Ok. et en réitérer parce que bah, Ok. beaucoup de productions de jeux vidéo, c'est ça quoi. Ok, ben, je vais te poser la question de l'intégration et du test en même temps parce que en écoutant le magnifique podcast Fin du Game, j'ai découvert l'anecdote du jeu Prey Mhm. et de son prologue, dans lequel, je vais spoiler le début de Prey, je suis désolé, dans lequel tu joues un espèce de cobaye qui est dans un appartement, qui rejoue la même matinée tout le temps, jusqu'à ce que tu trouves un Mhm. truc qui te permette Mhm. de péter une vitre. Ouais. Et en fait, y a pas de quête, il n'y a rien, il n'y a pas d'indication, c'est le design fait en sorte que le joueur est curieux et qui se met à taper les trucs avec cette clé et pète une vitre et le jeu commence. Mhm. Dans leur devlog, ils ont dit que en fait, ils ont fait tester tous les gens du studio et qu'après en fait, ils avaient plus de testeurs.
et qui devait Mmh. attendre les nouvelles secrétaires, la cousine de machin. Enfin, en fait, ce truc était stable qu'une fois pour savoir si ça marchouille, si ça marche pas, et s'il faut changer des trucs. Est-ce que pour chaque truc en narrative design, t'es obligé d'avoir toujours des nouveaux testeurs? Enfin, comment ça va se goupiller dans l'intégration, puis dans le test? Alors, tout dépend si on essaye de faire des choses qui sortent beaucoup du scope de ce qu'on attend, habituellement dans un jeu ou pas. Tout dépend si on est sur un jeu qui, heu, qui va jouer avec le genre, qui va essayer de se passer de l'interface utilisateur, des trucs comme ça. Là, on va se retrouver avec des jeux beaucoup plus, enfin, avec des trucs beaucoup plus expérimentaux et dans ce genre de cas, oui, on peut se retrouver face à ce genre de problème. Ouais, Mais généralement, les jeux comme ça sont pas la majorité. oui, Généralement, on va se baser sur des pipelines et sur des formules qui ont déjà été testées et si jamais après ça dépend aussi beaucoup du public cible, mais si le public cible c'est, je sais pas moi, des joueurs de FPS qui veulent, et on est en train de faire un FPS et bah, du coup, on va utiliser les codes du FPS pour raconter une histoire, par exemple ouais. et du coup, bah, on n'a pas nécessairement besoin d'aller jusqu'à ce niveau-là, mais Ok. tout dépend de genre «l'audace» entre guillemets de ce Oui, qu'on oui. essaie de faire. Ok, je vois, je vois. Et du coup, deuxième question sur le test, après je reprécise sur l'intégration, sur le test, comment, dans un cadre plus classique de narration, comment on Mmh fait mh. pour tester sans spoiler? Comment on fait pour Comment... tester? Bah, en fait, quand tu testes ta structure de narration, il faut bien que Ouais, tu fasses tester des quêtes entières ou des... Enfin, ouais. comment vous allez faire tester ces choses-là? Ou est-ce que vous attendez au maximum? Enfin... Tout dépend, tout dépend. Déjà, généralement, il y a souvent des rounds de tests à l'intérieur du studio et Oui, oui, honnêtement, enfin, on est spoilé, enfin, oui. c'est pas grave ça, enfin, voilà, Oui, 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 ça c'est pas grave, ça, on est d'accord. voilà et au niveau des testeurs, bah, après tout dépend de la taille de la structure. Si jamais on est sur quelque chose enfin, si on est plutôt sur des structures de la taille d'un triple A, des trucs comme ça, bah, là, il y a des studios, enfin, il y a des Oui, systèmes qui sont mis en place, on récupère des gens, tout ça. À l'échelle de l'indé, c'est plus délicat. Généralement, les pools de testeurs sont moins grands aussi, donc on va j'aurais tendance à dire que ça fonctionne un petit peu comme les bêta lecteurs quand on écrit un livre, ok. où on va avoir des vagues de gens, on va essayer de récupérer leur réaction immédiatement. Généralement, enfin, ça c'est souvent dans les tests, on va avoir des fiches pour voir Ouais, exactement, genre comment est-ce qu'ils ont réagi, genre, à quel moment est-ce qu'ils ont eu des réactions émotionnelles? Est-ce qu'ils en ont eu des visibles? Est-ce qu'ils ont eu l'air confus? Comment est-ce qu'ils ont interagi avec les choses? Tout ça et après, une fois qu'on a toutes ces données-là, on voit si ça a marché ou pas et ensuite, hem, en gros, ces gens-là, on les remercie beaucoup et voilà et ensuite on va chercher des nouvelles personnes pour ouais. leur refaire tester, la Donc, prochaine itération. ok, donc il y a quand même, oui, faut une nouvelle batch à chaque itération. Il y a quand même une nécessité d'avoir des gens qui ne connaissent pas le Bah, je contenu, pense quoi. idéalement, oui, après c'est pas toujours possible, mais je pense Oui, que c'est aussi le cas avec des jeux plus, comment dire? Plus, basés sur le «gameplay» entre guillemets parce que, au bout d'un moment, si quelqu'un, oui, genre, a découvert enfin a fini par comprendre comment, enfin c'était quoi le mapping des touches par exemple, si jamais on ajoute une nouvelle feature qui est plus difficile, bah, la personne oui, qui ça sait ne fait déjà le rien. mapping des touches, Oui, elle va pas oui, avoir moins de problèmes qu'une personne qui a jamais, oui, touché à ça avant, quoi. on est d'accord. Ouais. On est d'accord, on est d'accord. Ok, donc Mmh. du coup, on va backpedal parce qu'on a parlé de la conception, on a parlé du test. Maintenant, j'aimerais parler, est-ce que, donc, j'ai mis intégration, mais en fait, c'est une vraie question. Est-ce qu'en tant que Mmh. narrative designer, est-ce que vraiment tu vas toucher à la build? Est-ce que tu vas toucher au jeu? Ou est-ce que tu fais, voilà, ce travail de conception, ce travail de pont entre les différents pôles? Ou est-ce qu'à un moment, tu mets la main dans le cambouis et tu dis non, là, ta structure de quête, elle est pas bonne, là, la description d'objet, elle est pas bonne, là, ce scénario, enfin, est-ce que tu vas Mmh. vraiment y aller, quoi? Alors, oui et non. C'est encore une fois, enfin, je suis désolée, ça dépend intégralement des outils qu'on a et de la façon dont on fonctionne. Genre, par exemple, quand tu fais du travail Oui, de consulting, c'est complètement un truc, c'est complètement de la théorie. Enfin, tu arrives, tu oui, fais ton joli document, tu es là, oui, voilà et après tu t'en vas oui, mais dans des comment dire? Idéalement et je pense que c'est juste une meilleure, enfin, c'est mieux de faire ça si on peut se le permettre, c'est d'avoir des outils qui supportent,
l'intégration de la narration et de la structure narrative directement dans l'engine. Je pense que enfin, notamment, il y a beaucoup de choses nodales en ce moment qui se font Oui. qui font que parce que beaucoup de gens qui travaillent dans la narration, et dans le jeu vidéo ont généralement un peu peur du code et de la partie technique et je trouve ça cool honnêtement que, qu'on commence à développer des choses qui sont moins intimidantes pour ce genre de personnes. Mm. Ça permet à des gens avec des perspectives, différentes de venir et de jouer un peu avec ça. Tout à fait. Donc non, ça peut complètement arriver, surtout encore une fois sur des structures plus classiques où, je sais pas, on va, je sais pas moi, construire une quête et du coup on va faire, voilà, genre au début il se passe ça, ça c'est les conditions, après il se passe ça, après il se passe ça et et puis voilà, ça finit comme ça et ça, genre je sais pas, gérer telle condition, dans le truc global ou des choses comme Ouais. ça. Ça Ouais. peut arriver. Ok, donc ça va se faire, si on prend des postes, ça va se faire en équipe avec l'équipe de quest designer, parce que généralement, du coup, comme tu as donné une définition beaucoup plus large du narrative design, pour moi, typiquement, c'était un job de quest designer. Ce truc d'utiliser un outil nodal pour faire des conditions de quête, pour moi, ça faisait partie du taf du quest designer, et visiblement, pas trop. Alors, oui, en fait, si. C'est juste que des fois, le taf de quest designer est intégré au rôle de narrative Ouais, designer. ok. Voilà, mais des fois, le taf de level designer fait Eh aussi oui, partie du fait rôle de aussi ça, narrative oui. designer et parfois, enfin, ça peut aller très loin. Par exemple, enfin, moi, une des choses que j'ai fait personnellement en termes de narrative design qui, comment dire? A été récurrente et sur lesquelles je me suis généralement pas mal amusée, c'est le travail autour de la structure du comportement de l'IA, généralement. Tout ce qui est, Ok. voilà et ça, par exemple, ça peut être complètement faire partie du narrative design, ou pas, mais ça dépend complètement du jeu. Moi, je sais que juste que c'est quelque chose enfin, Oui, sur oui. beaucoup de projets, je me suis retrouvée confrontée à ça et personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très fun à Eh faire, ben, mais tu viens un truc. Enfin, maintenant que tu le dis, ça me semble évident mmh. que ce serait bien que les IA elles arrêtent de faire de la merde et qu'on mette quelqu'un pour qu'elles arrêtent de faire de la merde. Mais j'y avais pas pensé en fait. Juste de mettre quelqu'un qui se dise ok là on a une IA mais est-ce qu'elle peut arrêter de rester assise pendant 8 heures, de faire le tour de sa maison et de retourner s'asseoir. Bah, par exemple, un Voilà. exemple que j'aime beaucoup sur de narrative design intégré à genre la logique d'IA, c'est, bon, c'est encore une fois un exemple classique, mais c'est Stardew Valley, Oui. où vraiment chaque interaction de chaque personnage nous informe de qui sont ces gens Mm. et n'importe quoi enfin ce genre de détails, c'est même pas nécessairement des choses que les gens vont, réaliser de manière consciente, mais c'est quelque chose qui va, qui va juste créer, de la profondeur au monde dans lequel ils habitent et en vrai, beaucoup du narrative design, c'est ça, c'est de créer une logique interne à ce monde qui fait que le monde se tient ensemble et permette, en gros, une expérience de jeu immersive et cohérente. Ouais, du coup, en fait, ça va être dans cette volonté de cohérence, c'est aussi, comment dire, apporter de l'épaisseur, en fait. Mmh. C'est-à-dire, enfin oui, c'est ça, c'est oublier le fait qu'on est devant une suite de quêtes et de gains de niveau, mais dans un monde qui a été créé, pensé, c'est cohérence et qui se tient. Mmh. Mais du coup, quand tu connaissant euh, les aléas de la production de jeux vidéo, comment c'est possible? C'est-à-dire que la vraie question, c'est quand le scénario il change 12 fois, quand il y a une ville qui disparaît, quand. Bah, c'est pour ça que le travail du narrative designer, idéalement, c'est un travail, c'est une sous-catégorie du système design, en vrai. Donc l'idée, c'est vraiment de créer des systèmes qui permettent justement de soutenir ces changements et de pouvoir itérer dessus rapidement et de sous-tendre, genre l'esprit du jeu. Après évidemment, ça c'est jamais parfait, ça fonctionne jamais Non comme mais on oui. veut, voilà. Donc des fois ça casse, mais idéalement, on essaye d'être le plus réactif possible pour s'adapter à ces différents changements et essayer justement potentiellement des fois de créer du sens parmi les choses qui sont pas idéales. Genre on se retrouve face à des systèmes qui sont un système qui est cut par exemple et il y a un trou. Comment est-ce Oui, qu'on fait en sorte c'est de ça. remplir ce trou pour que ça ait quand même du sens, par exemple?
Ok. Ouais, mais du coup, il faut avoir, en fait, en termes de compétences, au-delà d'avoir des notions de composition de récit, de cohérence d'histoire, il faut. Enfin, parce que du coup, ce taf-là, il est fait par vous ou il est fait par. Je parle de remplissage de trous. Il est fait par le taf de narration. C'est-à-dire, est-ce que dans notre structure d'histoire et de narration, on a trouvé un moyen de dire non, mais ça c'est bon, on va le cut, mais ça va être logique. Ou est-ce que on Mhm. rappelle un game writer et il va réécrire le trou et on repart de plus belle à l'étape zéro et voilà. Généralement, c'est ça. C'est pas le plus idéal, mais c'est Yes, généralement ça peut être. yes, 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 yes. Ouais. Ok. Bref, j'ai plein de questions, mais on pourrait pas en parler là. Euh, T'as parlé vite fait des outils. Moi, ça m'intéresse. Au Ouais, jour le jour, tes outils. Alors même si, oui, Ubisoft, tout est maison, donc on peut parler de rien. Mais ouais, c'est ça. donc je vais essayer de faire un truc assez simple et imagé Mhm. pour que les gens comprennent. Est-ce que tu bosses plutôt sur une base de données que tu traites via Excel de ses morts, ou est-ce que tu as un outil nodal comme tu disais, mais au niveau global, ou enfin comment ça, parce que sur une quête je le vois très bien, mais sur des segments de jeu entiers, comment gérer ça, comment pas se tromper de mettre tel truc à tel moment alors que c'est pas le bon moment, voilà. Alors comment expliquer ça sans utiliser les exemples que je connais, dont je peux pas parler? Et oui, je Heu, comprends. alors, généralement, quand j'ai travaillé sur ce genre de choses, j'ai travaillé sur des systèmes nodaux beaucoup plus que dans les trucs Excel, en Ok, général. ok, Les trucs Excel, c'est plus les game writers, en général. ok, ok, ok. C'est là où ils vont genre écrire, chaque réplique, les 500 barks, de, Mm. quand tu attaques, tel type d'ennemi, je sais pas quoi. Généralement, tu vas avoir ce genre d'outil-là et toi, tu vas plus genre créer les conditions et les et la logique et le pacing à l'intérieur Ok, d'outils nodaux, si jamais tu ok. peux te le permettre, si jamais ton système il est assez robuste pour permettre ça. D'accord, ok, je vois. Et du coup, est-ce que vous avez ouais, des espèces de garde-fous ou un outil pour voir le jeu dans son entièreté et pour pas, en fait, pas faire des faux raccords, pour pas faire. En fait, ça me fait penser, tu vois, ayant bossé dans la télé, tu sais, t'as les fameux costumes. Donc, Mmh. ta costume, là, elle est pas encore salie, parce qu'évidemment, on tourne pas tout au même moment. Et le jeu vidéo, c'est à peu Mmh. près ça, tu fais tout en même temps. Donc, comment tu fais pour au niveau de ta narration et de tes différents trucs, enfin, si t'as de l'IA, comment tu fais pour checker quand tu vas mettre une nouvelle branche de dialogue? Alors, oui, certes, t'as les conditions dans ton nodal, mais il doit y avoir des trucs plus globaux, comme l'avancée dans l'histoire. Est-ce qu'il a fait telle quête principale ou pas? Enfin, Ouais. comment est-ce que l'outil gère ça en fait? Alors non, généralement, il va falloir, utiliser des outils extérieurs, d'où l'importance, heu, pour c'est, «contesté» entre guillemets, mais pour moi la documentation, c'est une part, intégrale du travail de Ouais, narrative designer ou de quest designer. C'est d'avoir toujours quelque chose qui est maintenu, quelque chose qui, va être réactif aux changements que tu vas faire dans le jeu et inversement et d'avoir des espèces de grosses, bibles plus ou moins que tu vas ouais, pouvoir mettre à jour comme ça, qui vont traquer, toutes les dépendances, qui vont traquer, les demandes que tu vas faire à d'autres disciplines parce qu'idéalement, enfin, tu t'es jamais tout seul, enfin, surtout en narrative design, c'est absolument ouais, impossible de travailler tout seul. oui, Donc du coup, tu es toujours dans un rapport de conversation avec les autres milieux et il y a besoin de traquer tout ça, il y a besoin de voir justement c'est quoi la logique des choses, et cetera. Et du coup, bah, idéalement, on va utiliser des outils, genre des espèces de wikis, plus ou moins, ouais, ça sont utilisés souvent, qui vont permettre du coup d'avoir des liens, internes où tu vas pouvoir te permettre de référencer les choses, et cetera, et t'assurer que tout est solide. Du coup, évidemment, il y a tout un travail de documentation au niveau de genre comment est-ce que ça va être quoi ta nomenclature, et du coup, c'est pour ça que le travail de structure, de genre comment est-ce que tu vas structurer ton histoire en morceaux, et cetera, il a besoin d'être fait en amont, il a besoin d'être très solide parce qu'après, il a besoin de soutenir tout ce système. Et si jamais ça casse, il faut tout refaire. Enfin, du coup, c'est ouais. ça sent le vécu. Euh, et donc, basé là-dessus, est-ce que du coup,
il doit y en avoir, mais à quel point, et après tu vas me dire t'es bon, je vois ma question en la posant. Mais du coup, est-ce que quand vous bossez sur la structure, la narration, les dépendances, etc., est-ce que un moment il y a, je sais pas, il y a ton système designer ou t'as ton lead gameplay ou je sais pas quoi qui dit non mais là en fait ça va pas parce que il faut qu'il ait telle information ou il faut lui donner tel objet ou il faut et il va venir mettre un Mmh. gros coup de pied dans ta quête ou dans ta narration et qui a le dernier, enfin je vais pas en dire qui a le dernier mot, mais du coup comment vous allez gérer ce genre de conflit. Alors ça va encore une fois, ça dépend complètement du studio, Oui ça c'est dépend pour ça, complètement c'est du pour projet. ça que Dans le triple A, généralement, enfin, oui, il va y avoir des systèmes de hiérarchie, donc c'est pour ça que, il va y avoir l'équipe, puis après il va y avoir les leads et puis après il va y avoir les ouais directeurs. Enfin, généralement, c'est ça le modèle, quoi. ouais Et du coup, tout enfin, dans le triple A, tu es rarement la personne qui va être là en mode: «J'ai cette idée de génie et ça va être comme ça». Enfin, c'est pas toi qui ouais décides généralement. ouais Idéalement, on est dans une logique de collaboration où on va avoir, quelque chose qui va venir du haut en termes de direction avec des éléments, clés qui peuvent pas bouger et après, toi autour tu vas genre travailler en collaboration avec les autres en disant: «OK, voilà, on a ces outils-là, comment on fait en sorte de répondre à cette demande, de la manière la plus, intelligente possible, ouais et la plus agréable et la plus, heu, émotionnellement, et narrativement satisfaisante possible». Donc ça va être le travail plus au niveau du triple A. Au niveau de l'indépendant, ouais, généralement, s'il y a une personne qui est en charge de la narration, oui, c'est toi qui décides tout, ou presque. Enfin, du ouais coup, tu vas être évidemment en contact avec les autres et généralement, mais bon, quand tu es, je sais pas moi, 5 ou 10, c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions à cette échelle-là. C'est quand tu commences à passer la centaine que ça devient compliqué. oui oui là ça devient compliqué évidemment. Du coup, on a parlé de ça, on a parlé de ça. On arrive au cas des exemples et c'est très compliqué, mais j'ai des questions Mmh pour mh. essayer d'aiguiller. Euh, en exemple concret, est-ce que tu as une anecdote ou une expérience sur, par exemple, moi je viens de capter que, ah ben oui, mettre un narrative designer sur l'IA, c'est pas une mauvaise idée. Est-ce que tu t'es pris ce genre de truc en arrivant en prod en te disant, ah mais en fait je vais faire ce genre de taf. Enfin, en gros, est-ce que tu avais une image du métier que tu allais faire et au final, concrètement dans la prod, on t'a demandé des trucs où tu t'es dit ah ouais ok, en fait on peut faire de la narration là-dessus ou des trucs comme ça ou pas. Honnêtement, je pense pas que genre la structure elle-même m'a surprise. Ce qui m'a Ok, surpris par contre, c'est apprendre à coder de mon côté et travailler avec le code. Ce que honnêtement je conseille à n'importe qui enfin c'est oui, encore une fois, c'est pas obligé, mais vraiment je pense qu'on gagne énormément en design à comprendre comment un jeu est fait, d'un point de vue structurel. Ça a complètement changé ma façon de designer personnellement et à partir du moment où j'ai découvert ça, j'ai compris des choses au niveau de Heu, la complexité de ce que certaines idées narratives pouvaient, causer en termes de code versus la simplicité d'autres et je pense que ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé ma façon de fonctionner et je pense que c'est honnêtement un skill, s'il y a des gens dans les gens qui nous regardent, qui réfléchissent à vouloir devenir, narrative designer, il y en c'est a. pas obligatoire de poursuivre le code, mais honnêtement, rien que pour vous, je vous le conseille. Vous allez vraiment, changer votre façon de réfléchir à la narration et à son intégration, notamment. Euh, Deuxième, je vois, il y a eu beaucoup de questions. On va vous répondre, ne vous inquiétez pas. Euh, Deuxième question sur des exemples, peut-être, si tu peux. Mmh mh. Euh, Dans la prod que tu as faite, euh, comment. Alors attends, bah, j'essaie de rester large. C'est compliqué, mais comment dans un dans une tâche donnée, dans tes tâches du quotidien, Mmh mh. euh,
comment tu vas rester, c'est-à-dire, enfin, dans le protocole de faire quelque chose, c'est-à-dire, Mhm. ok, j'ai une quête, j'ai telle quête, je dois faire ci, je dois faire ça. euh, Est-ce que c'est au moment de faire la quête où tu vas checker ce fameux wiki et donc regarder où t'en es dans le jeu, où t'en es dans le jeu, quelles Mhm. sont les dépendances, etc. Ou est-ce que t'as une routine du matin en mode bon, qu'est-ce qui s'est passé, je check le wiki, je me mets à jour. Enfin, tu vois, comment tu te maintiens, parce que comme c'est un outil externe, comment tu fais pour savoir qu'est-ce que tu fous sans rester en mode micro sur ta tâche, tu vois. Vu que l'outil, tu me dis, ne te dis pas, ah non, là, ça, t'as pas le droit. Ah, t'as pas le droit de dire Ouais. ça parce que tu vois. Donc, comment toi, tu te gardes à jour, concrètement? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, communication à l'intérieur de l'équipe, Oui, ça c'est obligatoire. Enfin, il y a un truc qui se fait beaucoup dans n'importe quelle prod, c'est les stand-up. C'est genre, généralement, ça se fait assez souvent où le matin, les gens d'une équipe retrouvent et on va juste dire ah, moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça. ouais, Comme ça, délégué. tu peux directement flaguer ah, il y a ça qui marche plus, donc si vous voulez l'utiliser, il faut demander à telle personne de le régler. Ou si jamais vous êtes là, ah ouais, je pensais à éventuellement travailler sur ça, et après il y a le lead qui te dit ah oui effectivement t'as rien à faire, ça peut être intéressant de bosser là-dessus, ou alors il dit non il faut que tu travailles sur ça, c'est absolument urgent, il faut que ça soit fait pour hier. Donc Mm. voilà. Euh, donc du coup il y a ce truc là, le wiki, je pense qu'il y a un niveau d'autonomie où tu dois aller par Oui, toi-même te renseigner, surtout quand tu es sur de très très grosses prods, tu sais pas nécessairement ce que les gens font à côté et tu peux passer à côté d'une super opportunité, donc c'est juste bien en général de savoir quelles sont les possibilités du jeu sur lequel tu travailles, je pense. Et, euh, et après, oui, généralement, bon, parce qu'en plus, après, tu pas complètement responsable de tes tâches non plus. Tu vas avoir des gens qui vont être en charge du planning, etc. Donc tu vas être guidé sur ce que tu es censé faire à tel moment. Mais tu as une responsabilité de t'assurer que tu finis tes tâches à temps, ou alors si tu es bloqué, tu dis que tu es bloqué, ou ce genre de choses. Euh, et oui, et sinon, tu as une responsabilité de communication avec les autres ouais. équipes. Voilà. Donc ça, c'est dans les tâches d'autonomie. Mhm. Donc c'est à toi de te renseigner, comme c'est aux gens de ton équipe de dire ah ben là en fait parce que j'imagine qu'il y a des interdépendances quand tu fais Mhm. de la narration et donc des fois tu dois attendre que X ait fini sa tâche Ouais. pour que toi tu puisses commencer la tienne en fait. C'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir avec la narration dans le jeu vidéo est généralement genre tout ce qui va être quête, ou vraiment genre comment dire le Si tu l'as en la, anglais, dis-le la en anglais. ouais disons que la chose que les joueurs vont voir le plus clairement. Donc tout ce Oui. qui va être l'expérience utilisateur qui va vraiment être genre le plus près d'eux et de ce qu'ils vont vivre. C'est le truc qui est le plus dépendant du reste du monde. Genre, tout doit être fait généralement Oui. avant que la narration puisse intervenir et vraiment commence à raconter une histoire. Si t'as pas d'outils, si t'as pas de menu, si t'as pas de possibilité, je sais pas moi, d'écrire du dialogue ou quoi que ce soit, bah tu peux rien faire tant que ça c'est pas fait. Donc du coup, tu te retrouves à beaucoup attendre. Et généralement aussi, c'est si n'importe quoi casse en dessous, bah toi t'es cassé immédiatement. Et du coup, ça c'est quelque chose que faut être patient, on va Et dire, donc, sur ce oui, donc genre ça, de travail. enfin, il faut bien que les gens qui nous regardent comprennent. Ça, c'est au Mm. jour le jour. C'est-à-dire que le système de Mm. dialogue qui a un pet, ça peut arriver N'importe quoi. n'importe quand. Les boîtes de description des objets dans un inventaire, ça peut péter n'importe quand. Et donc, Mhm. ça te coince. T'arrives le matin, t'es coincé, quoi. Ouais, Typiquement. c'est ça. Oui, ça arrive fréquemment, je pense, à Oui. beaucoup de gens. Ouais. Mais après, tout dépend aussi de la façon dont ça fonctionne, parce que selon la façon dont le jeu est structuré, tu peux être plus ou moins dépendant d'autres Ouais. systèmes. Il y a des façons de structurer, surtout sur des jeux plus petits, par exemple les jeux indés ou des choses comme ça. Tu peux t'en sortir en ayant des choses extrêmement simples Ouais. qui fonctionnent à base de placeholder. On peut avoir des systèmes pour genre de fallback où par exemple, genre on est censé avoir cette super animation qui joue, mais l'animation est pétée ou le système est pété pour une raison ou pour une autre. Alors à la place il te met un carré gris. C'est C'est ça. moche, mais au moins Ça tu peux fonctionne. tester ton. Ouais, c'est ça, ça Voilà, c'est ça. fonctionne. Voilà. Exactement. Ok. Bah, je pense que moi j'ai fait toutes mes questions et on est dans les temps, je crois. Oui, on est dans les temps. Donc mes amis du chat, on va passer en FAQ, mais il y a eu beaucoup de questions. Je vais remonter et je vais voir s'il y a eu des questions pertinentes
Comment ça va? Ça va bien? Toi, tu vas bien? Oui? Non? Première question répondue. Ensuite, quoi? Du coup, ça demande des compétences techniques ou pas? Le narrative design. Dans la même mesure que le game design demande des compétences techniques ou pas. Je pense qu'on est à peu près au même niveau et puis après, heu, enfin, c je pense que pour être vraiment dans le narrative design, dans le sens, vraiment, plus je suis capable de concevoir des systèmes qui vont supporter l'expérience narrative du jeu. Dans cette version-là, je pense que c'est mieux d'en avoir un minimum. Ouais, Mais après, on va pas te demander non plus d'être capable d'équilibrer un jeu. C'est pas ouais, ce niveau-là. C'est en gros, par contre, si on dit c'est quoi une variable, c'est quoi, je oui. sais pas moi, un integer, un machin, un truc comme ça, faut savoir ce que c'est, un minimum, je pense. Faut avoir une connaissance minimum de la programmation, quoi. Au moins Ne la serait-ce base. que ouais, en gros, je pense qu'être capable de comprendre la logique de base de comment un jeu est structuré, tout simplement, je pense que c'est assez important. Et aussi, généralement, c'est bien, ne serait-ce que pour être capable de communiquer avec les autres gens, les autres équipes autour de soi. Ouais, Si ça oui. on a des bases de compréhension enfin, en gros, c'est même pas tant une base de compréhension, c'est plus genre de la curiosité pour la façon dont les autres choses fonctionnent. Oui, ça Je pense que permet, ça ouais. ça facilite pardon, la communication et ça rend l'environnement de travail plus sain parce que Mmh t'arrêtes mh. de demander des énormités à tes codeurs. C'est ça et ils apprécient généralement. Allez, les pieds dans le Voilà. plat. Alors Raquel, que penses-tu de la narration type From Software? Donc la narration via objet et description. Tu as 2 heures. Heu Je sais pas. Bah, je pense que ça s'est adapté à ce monde-là spécifique. Enfin, le monde, enfin, les mondes de From Software sont des mondes qui sont généralement assez désolés et qui sont, enfin, le thème généralement, c'est tout ce qui va être autour de, j'allais dire la décadence, mais c'est même pas la décadence, c'est pire que ça, c'est même la décomposition, j'ai envie de dire. Mm. C'est un peu ça le thème de leur monde en général. Donc on est beaucoup sur genre des idées de gloire passée ou de choses passées qui existaient et qui maintenant n'existent plus ou qui existent sous forme corrompue. Donc je pense que cette façon de genre, approcher la narration est très pertinente dans ce cas-là parce que justement on est sur des reliques, on est sur une narration par relique Mm. et du coup le faire via l'importance de ces objets dans ce monde passé permet, une approche qui va avec cette thématique-là, je trouve, personnellement. Je sais pas si ça marcherait sur un autre jeu, mais sur ce jeu-là, ça me paraît être un choix assez Oui, pertinent. c'est vrai qu'ils ont bien choisi. Mmh. Donc Dark Adonis qui demande euh, pour le consulting, on fait directement appel à toi, donc j'imagine qu'il y a moins de problèmes, mais dans une grosse boîte, comment gères-tu les différents problèmes d'ego? Ah oui, donc quand t'arrives comme si t'étais parachuté et que tu leur dis quoi faire, je sais pas comment répondre à Ah! cette question. En fait, est-ce que Dark Adonis, c'est ça la question? Parce que sinon, ça, c'est tous les gens qui font du consulting, tu gères pas les égos. Enfin, je sais pas, C'est je sais pas. c'est ouais, c'est compliqué parce qu'après consulting, on vient pas enfin et même en tant que narrative designer, c'est pas vraiment justement, non, c'est pas vraiment un boulot de superviseur plus qu'un boulot d'expert, j'aurais tendance à dire. On arrive avec une perspective en disant: «Moi, je pense que, ça et ça sera plus pertinent pour la cohérence narrative du jeu, ça serait plus pertinent pour l'expérience du joueur, ça permettrait, je sais pas moi, de renforcer, la je sais pas, la colère que le joueur doit ressentir à ce moment-là, ou ça permet de, montrer l'arc de ce personnage ou je sais pas quoi». Et après, bah, ça sort un peu de ta responsabilité. Toi, tu essayes de pousser pour des choses. En Hmm. gros, la production de jeux vidéo, c'est du compromis en permanence. Et il y a des gens qui ont plus de pouvoir que d'autres, mais à ce stade très de base, tout le monde essaye constamment de compromettre entre la base de travail qu'on a, les attentes qu'on a, les possibilités, le fait qu'on a réussi ou pas à communiquer l'importance de certaines choses à d'autres gens. Enfin, c'est donc tout le monde gère l'ego de tout le monde. Je sais pas si voilà. Est-ce que ça répond à ta question? J'ai vu que tu as mis hors consulting du coup, mais ça répond un peu à ta question. Est-ce que voilà, c'est que du compromis en fait. En fait, n'importe quel, en fait, je pense que je rajouterais à ce que tu as dit, c'est dans n'importe quel métier de création en équipe,
tu ne fais que gérer des égos et tu ne fais que tu fais des compromis tout le temps. Il y a pas C'est ça, il ouais. y a pas d'autre solution. Ah non mais ok, là vous parlez entre vous. Arrêtez de mettre des points d'interrogation si vous vannez ou utilisez l'outil répondre. La narration From Software s'apparente à de l'archéologie avec ses objets pleins d'histoire, à peu près. C'était l'idée. Enfin, en tout cas, c'est mon interprétation. Je sais pas si c'est ce qu'ils ont voulu faire, mais On a le droit de parler de sujets un peu touchy et de lâcher des noms. Alors Von Scheib, je connais ton nom, donc oui, je pourrais dire que c'est toi qui as dit des énormités. Mais après, est-ce que nous on va répondre On a le droit tout de ne pas dépend des répondre. tout dépend de la question, honnêtement. C'est Vas-y, envoie. Shoot, 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 shoot. Tu connais pas mon nom, frère. D'accord. D'accord, Julien C. Hop là, tu as pu venir celle-là. Hein. Non. Du coup, tu vannes ou tu poses la question, Von Scheib si t'as une question. Mais juste pour reprendre sur ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que quelque chose qui est important avec, enfin, à comprendre en général, ouais, dans n'importe quel truc d'équipe, c'est à quel point c'est l'importance de genre l'équilibre des interactions humaines pour Ouais. faire des choses. Genre, c'est très compliqué de comprendre à quel point c'est ridiculement juste des interactions humaines, la création d'un jeu, sans être genre le nez dedans. Mais c'est beaucoup plus que ce que les gens pensent, en vrai, je Ouais. trouve. Oui, non, mais c'est ça, parce que moi je le dis souvent quand je fais des cours, quand je parle à mes étudiants, ce qu'on va checker à l'entretien, c'est est-ce que tu as les compétences techniques de base. Donc si tu les Mmh. as, basiquement, tu es à peu près engagé. Et le reste, c'est est-ce que tu sais faire de la gestion de crise. Point. Parce que ça fait que 3 ans que je fais ça, hein, mais j'ai l'impression que c'est une gestion de crise perpétuelle, le jeu vidéo. Mmh. Ou voilà quoi. Euh, Ouh là là, ça y est, il a mis les pieds dans le plat. Alors, on peut parler de comment Ubisoft prend le narrative design, mais pourtant ne donne pas tant de moyens que ça dans ses triple A. Pas tous, mais Watch Dogs Legion, par exemple. Je ne sais pas, Alors, je sais pas moi. ouais, c'est compliqué parce que, je sais enfin, moi, évidemment, j'ai genre mes opinions sur le sujet parce qu'évidemment, mais, je sais pas si je ouais, je tout ce que je peux dire, c'est qu'ils ont Ubisoft a une certaine vision du narrative design et de ce que c'est un bon narrative design et après on peut être ou ne pas être d'accord avec la façon dont ils appliquent ça, quoi. Mais ouais, mais après, comment dire? Non, effectivement, ça fait un petit moment qu'ils ont pas développé des titres plus «expérimentaux» entre guillemets. Ils ont Hmm. tenté des trucs expérimentaux, mais c'est vrai qu'après il y a des formules qui reviennent et des choses comme ça, mais après ça, c'est Ubisoft, en entier, c'est leur façon de faire. Mais oui, Ouais. après, il faut pas oublier que ça reste des machines très très lourdes à faire tourner. Et quand tu tentes des soldats inconnus, quand tu tentes des Child of Light, quand tu tentes des euh, gros. C'est quoi le jeu du petit robot là? Grow Up, je sais plus, enfin bref, et que ça marche pas tant que ça, ben. Il y a aussi, je dis pas que c'est une bonne excuse, mais je suis pratiquement sûr que une boîte comme Ubisoft regarde beaucoup la rentabilité de ses projets, quoi. Donc, Et puis, il y a une autre chose aussi qu'il faut comprendre, c'est, le partage de ces outils de manière interne. C'est qu'il y a des choses qui vont préexister à cause de la façon dont d'autres jeux ont été pensés mm, et ces techniques et ces gens qui ont travaillé là-dessus, ils vont circuler à l'intérieur d'Ubisoft, donc c'est un peu «normal» entre guillemets de se retrouver avec ce genre de choses. mm. Après on aime ou on n'aime pas, ça c'est une autre histoire, mais ouais. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est pas une question. En machine très bien, mais tu peux pas te permettre de prendre tes jeux, si derrière tu mets une activité. Non. Oula, ça c'est une très forte. Bref, c'est ton avis, Von Scheib. Vis-à-vis de ces différentes visions du narrative design, comment différencier le degré de technicité ou d'écriture demandé par un poste lorsque tout était intitulé euh, narrative designer? Ah oui, bah là c'est plutôt Euh, c'est une excellente question et je suis Très d'accord, bonne avec question. le sentiment, en vrai. Ça va être précisé généralement, dans les annonces, enfin je sais pas, mais genre si on va sur la FJV actuellement, il me semble qu'il va y avoir
il me semble qu'il y a plusieurs posts qui parlent de trucs en rapport avec le narrative design. Il y en a qui demandent du travail de level designer et il y en a qui demandent du travail de scriptwriter. Ça dépend. C'est un peu casse-pied qu'ils ne soient pas mis d'accord sur ce qu'ils attendent du travail de narrative designer et c'est pour ça que c'est difficile d'être complètement spécialisé dans le système design narratif parce que rarement ça va être considéré comme étant un investissement suffisant. Donc généralement, c'est bien d'être bon aussi, soit dans le script writing, soit dans le level design en plus, histoire d'être un peu plus, d'avoir des compétences un peu plus solides. Hem, Après, comment dire? Honnêtement, je pense que c'est important, si on veut être narrative designer, je j'irai pas jusqu'à dire qu'il faut savoir avoir une prose impeccable en termes de genre juste, en termes d'écriture, par exemple. Mais par contre, c'est hyper important d'être très familier avec la façon dont, on écrit une histoire, avec les différentes, techniques narratives, avec les différentes structures narratives, quoi qu'on en pense. C'est des choses qui existent, et c'est des outils de communication avant tout, quoi. Ça, ce genre de choses, ouais, si on veut être narrative designer, on peut pas y couper. Il faut étudier la narration Oui, comme donc, quelqu'un qui veut écrire, même si ouais, c'est après ça. on n'est pas la meilleure plume, qui existe, quoi. Alors je plus sois tout à fait ça, hein, de la Mmh. narration, c'est avant tout raconter des histoires et oui, enfin, et utiliser des schémas et des techniques de récit. Donc, écrivez des poèmes, écrivez des chansons, écrivez, je sais pas, des nouvelles, écri- écrivez des trucs et renseignez-vous sur comment on Des écrit des scénarios, trucs. Écrivez des des scénarios. scénarios, oui, c'est Surtout. aussi bête que ça. C'est, parce que généralement, la façon dont les scripts sont écrits pour le jeu vidéo, le format de base, c'est le format, scénario Hollywood. Donc, Ok. il y a des trucs qui sont très formulaiques? Oui. Oui. Ouais, je bosse pas trop Oui. sur ce raconte là. Mais disons que voilà, genre il y a des façons d'écrire, genre là où on capitalise les mots, là où machin. Si vous savez ça de base, vous êtes, enfin, vous allez avoir beaucoup moins de problèmes à communiquer avec les game writers si jamais vous êtes pas directement des game writers et sinon, genre être capable de créer des documents qui sont directement aux standards dans l'industrie. Oui, c'est ça, formaté Dark Adens, ouais. Ouais. Vonch, quel avenir pour le narrative design? Bah, en fait, alors je vais pas répondre à cette question précisément, mais avec la discussion qu'on a avec Raquel depuis tout à l'heure, on sent encore très bien que ça reste une industrie et une discipline. Je parle de faire des jeux vidéo en général, très très jeune, parce que tu changes de studio et tu changes de terme encore aujourd'hui, quoi. Donc, ben voilà, je sais pas ce que t'en penses de l'avenir du narrative design, mais Alors, je suis pas ouais, inquiet. c'est en vrai, je pense que je suis assez optimiste sur le fait que ça va se préciser avec le temps parce que ça a été la même chose avec le game design. Il y a quelques Mm. années, le game design, c'était hyper flou et ça Ouais. commence à se préciser de plus en plus, à se spécialiser de plus en plus. Je pense que la même chose va se passer avec le narrative design et qu'on va arrêter de demander, 250, skills qui ont rien à voir au C'est ça. narrative designer, Ouais, bah oui. avec le temps, mais bon, ça va se faire d'ici, je sais pas, peut-être d'ici 5 ans, 5-10 ans par là, quoi, à mon avis. Parce que après, en plus, il y a des éditeurs. Hein. Faut pas oublier que là, on a parlé un peu d'Ubi, on a parlé un peu d'Indé, mais vous regardez le taf que fait Annapurna Interactive en termes d'édition. Ben, c'est presque que des narrations inventives, quoi, et originales. Tout est jeune et nouveau, et dans ce monde jeune, le narrative design est tout aussi jeune. Mais avec les nouvelles technologies comme le design, comment le design va s'en sortir? Parce qu'écrire un jeu en FPS et un jeu en VR, c'est pas la même sauce. On est tout à fait d'accord. La vision n'est pas la Absolument. même. Oui, bah en fait, je pense qu'il faut. En fait, Von Scheib, en vrai, moi, mon avis, c'est que on peut critiquer autant qu'on veut les grosses boîtes et les gros éditeurs de l'industrie, mais c'est grâce à des structures qui ont autant de moyens qu'on arrive à formater et à faire un petit peu des règles sur les différents rôles dans une prod. Parce que moi, il y avait marqué Creative Director chez mon poste à Biblac. J'ai fait tout et n'importe quoi. Hein. Enfin, c'est- c'était pas que de la création de contenu et de la réflexion sur le design, hein, loin de là.
Ouais, mais sinon, en vrai, je suis assez d'accord avec cette réflexion, mais je pense qu'on est sur le même délire que, on peut être, game designer, et un game designer, je sais pas moi, jeux mobiles, genre gacha, ça va pas du tout être le même délire que quelqu'un qui a des triple A et ton portfolio va beaucoup refléter ça et je pense que ça, c'est pareil avec, je sais pas, les artistes, genre un artiste, je sais pas moi, quelqu'un qui fait des shaders, en 3D, bah, il va pas forcément, selon le portfolio qu'il monte, il va pas forcément être, enfin, se créer une carrière dans les mêmes choses et je Oui. pense que la même chose peut être vraie pour le narrative design. Sachant que quand même, je pense qu'un des rôles du narrative designer, idéalement, c'est d'être capable justement d'identifier c'est quoi la spécificité du médium qu'on est en train d'utiliser dans le jeu vidéo. Par exemple, si on est sur de la VR, c'est pas être pareil que si on est sur un jeu Ouais, mobile, etc. ouais. Et être capable de comprendre qu'est-ce qui fait la force et quelles sont les faiblesses de ce truc en particulier, voir quel concept on a et comment s'arranger pour allier les deux d'une manière qui est nouvelle et qui est à la fois très spécifique au projet sur lequel on travaille. Je pense que ça, c'est idéalement le skill Oh, essentiel ouais, du ouais. narrative designer pour moi. C'est l'essence du truc. Oula, il y a eu beaucoup de questions. Alors, vous parlez beaucoup de Oula. JV, mais le game design permet aussi de faire de l'escape game ou des jeux de plateau, par exemple. Sur quel autre médium peut s'exprimer, pardon, un narrative designer pour varier ses missions? Alors idéalement, j'aurais tendance à dire un peu tout ce qui est ludique. Après, est-ce que, on va se faire engager en tant que narrative designer sur une boîte qui fait des jeux de plateau? Je suis pas sûre. Ouais. Ça, enfin, j'ai jamais vu ça personnellement, mais ça me paraît pertinent d'appliquer des logiques de narrative design et d'appliquer, encore une fois, la discipline du narrative design. Pour moi, elle est applicable partout et elle devrait être appliquée partout parce que juste ça crée des meilleures expériences. Mais après, genre le travail de narrative designer appliqué à genre de l'escape game ou des trucs comme ça, personnellement, j'ai jamais vu ça, mais après, pourquoi pas? Peut-on utiliser le narrative design à des fins militantes féministes, par exemple? Euh, on peut militer auprès du public avec des jeux engagés, mais peut-on le faire auprès de ses employés quand un lead décide de faire appel à un narrative designer engagé pour sensibiliser ses équipes? Comment ça? Alors je suis pas sûre je comprends la première partie, je suis pas sûre de comprendre la deuxième. Est-ce que la deuxième c'est est-ce qu'on peut le faire par exemple en termes de, je sais pas, sous forme de jeu sérieux pour sensibiliser pour sensibiliser par exemple une entreprise? Est-ce que c'est ça la question? Je le comprends comme ça, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Est-ce que parce que en fait, Tiffany, je sais pas si t'es au courant, mais il y a beaucoup de boîtes et je pense que t'en as fait aussi, Raquel, et moi j'en ai fait beaucoup. Mmh. Il y a des jeux qui sont développés que vous ne verrez jamais, qui sont pour des boîtes en interne, genre des banques, des assurances, et ils font Ouais. ça dans des espèces de stages de mort pour le. Ils font quoi? Ils font du team building et ils jouent à des jeux, c'est génial. Bref, mais ça existe. Est-ce que c'est de ça dont tu parles ou pas? Ou est-ce qu'on est à côté de la plaque? Il y a un décalage, il faut attendre. Et sinon, je vais juste répondre peut-être à la première partie que je crois Oui. avoir compris. OK. Oui, la première partie, oui, absolument, comme on peut ouais, non, bah, oui, enfin, je pense que ça peut être une des façons dont on l'utilise qui peut être efficace, je veux dire, à partir du moment où on raconte l'histoire de certaines personnes et de certains personnages et l'histoire de certains mondes, ça me paraît enfin, vu qu'on sort des choses de la vraie vie, ça me paraît, complètement pertinent de pousser des réflexions là-dessus, de toucher à des sensibilités, d'évoquer des théories, enfin, Moi, oui, enfin, je suis d'accord avec Raquel et tu me dis si je me trompe, mais j'ai un exemple tout bête. Je suis en train de faire Haven, le jeu de The Game Bakers, et tu ne peux pas tuer les monstres. Il y a un système mmh de combat, mais tu ne peux pas tuer les monstres. Et il y a un système de crafting et de cuisine, et mh, tu ne peux pas tuer les animaux. C'est juste des trucs mmh des plantes qui repoussent, etc. Et mmh enfin, il y a à aucun moment les personnages disent oui, il faut sauver les animaux et je suis végétarien. Aucun, mais c'est juste ouais, normal dans l'univers, c'est normal. ouais, Et ça veut déjà dire beaucoup de choses, tu vois, complètement. sans nécessairement revendiquer quoi que ce soit en fait. Donc si C'est c'est ça, ouais, ça ouais, c'est pardon. voilà. Enfin, j'allais dire si c'est en plus fait comme ça hyper smooth, c'est parfait quoi. Mmh. Bah, c'est ça, en gros, je pense que le narrative design, c'est beaucoup genre réaliser que chaque choix de design qu'on fait, c'est un parti pris, et comprendre qu'est-ce que genre
bon, il y a une enfin, le game design fait ça aussi, mais dans le narrative design, c'est genre, qu'est-ce qu'on va te laisser faire? Qu'est-ce qu'on va pas te laisser faire? Hmm, Qu'est-ce que ça implique à hmm. l'intérieur du monde et aussi qu'est-ce que ça, implique pour le joueur et à l'extérieur du monde quelque part. Ouais, je comprends. Alors, moment anecdote, ça y est, on parle des trucs perso. Y a-t-il des déformations professionnelles liées à ton métier qui agacent ton entourage? Est-ce que Heu, tu analyses tous les dialogues de chaque film? oui, heu, Au heu, secours, oui. non, oui, complètement, mais bon, après j'essaie de garder ça pour moi généralement, donc voilà. Mais Je- oui, enfin, il y a enfin, je sais pas si ça agace mon entourage, mais ça devient très compliqué enfin, par exemple, ça devient très difficile de jouer à un jeu sans avoir cette dimension-là par-dessus, du genre: Ah «Ah, bah qu'est-ce oui. qu'ils ont voulu faire? Comment ils ont voulu faire ça? Ah, est-ce qu'on les a laissés faire ça? Ou est-ce qu'ils ont fait ça parce qu'ils pensaient que c'était la meilleure façon?» et cetera, machin. Donc c'est difficile d'apprécier la narration d'un jeu de manière neutre maintenant, quelque Oui, part. oui, ça c'est. Mais Ce qui ça fait après que c'est. pour le coup, Vas-y, 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 pardon. vas-y, 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 vas-y. Bon. Ce qui fait que pour le coup, des fois, c'est hyper opposant de jouer à des jeux où genre la narration est extrêmement genre minime, genre je sais pas, des jeux de gestion, un jeu de combat, machin, parce que des fois c'est juste, je voilà, ça peut être une façon de se vider le cerveau qui est assez efficace. La seconde partie était: imagine un Mmh. studio avec des hommes faisant un jeu dans lequel les femmes sont mises en avant. Pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi et avoir une mauvaise représentation, peut-on faire appel à une artificielle pour sensibiliser l'équipe? Ah, tu OK, parles je vraiment vois. dans l'équipe. Ok, ok, ok. OK, OK. Alors ça, c'est alors plusieurs choses. Techniquement, il y a un métier particulier pour ce genre de choses qui s'appelle le consulting, où c'est des gens et ça c'est des gens qui vont être appelés, enfin c'est dans le consulting ou ce qu'on appelle sensitivity, consulting, où en gros, ça va être des gens qui vont avoir une certaine expertise dans un certain domaine. Donc ça peut être, je sais pas, ça peut être le féminisme, ça peut être, je sais pas moi, une certaine culture qui est sous-représentée par exemple. Et ces gens-là, on va pouvoir les engager. Donc ça va être soit dans les jeux, soit ça va être dans les films, ça peut être n'importe où. Et en gros, on engage ces gens-là en tant qu'experts pour s'assurer que, en gros, on représente bien leur expérience de vie. Et qu'on n'est pas en train de raconter Caricaturé. n'importe quoi, ouais, de caricaturer, de raconter n'importe quoi, etc. Donc ça, c'est un métier à part entière. Bon, c'est pas un métier, enfin, c'est un métier qui est compliqué, machin, et généralement, il faut faire d'autres choses que ça, mais on peut se proposer, ou des fois, c'est même bénévole, mais bon, généralement, mieux vous les payer, parce que c'est du travail et que voilà. Payez les gens. Payer les gens, c'est mieux en général. S'il vous plaît. Après, en général, peut-on faire appel à un narrative designer pour sensibiliser l'équipe qui travaille sur un jeu, machin? Idéalement, le mieux, c'est encore d'intégrer ce genre de perspective-là dans l'équipe directement, parce que comme ça, bah, dès la phase de conception, on a déjà ces réflexions, on a déjà ces conversations, machin. Après, il faut l'environnement pour permettre ça. Mais ouais, dans ce genre de cas, je sais pas si genre, c'est pas nécessairement le rôle d'un narrative designer, je En pense. fait, si tu veux, Tiflin, moi j'ai un exemple qui personnellement me sort par les yeux, c'est les productions Netflix originales des 2 dernières années, où il y a toujours un noir, quelqu'un qui est LGBTQ+, enfin, où sur certaines séries, ça se voit que c'est forcé. Où ils ont mis un perso qui est là pour représenter. Enfin, tu vois que ça n'a pas été pensé en amont qu'il y a tel ou tel personnage. Donc je pense que si dans une prod, t'as que des gens d'une certaine classe sociale ou origine sociale, et que tu dis, ah ben là, ça fait 3 ans qu'on tape sur le jeu, on va appeler quelqu'un et il va nous aider à venir mettre de la diversité. Il va y avoir de la diversité, mais je pense que ça va être forcé, ou on va sentir que ça va être forcé. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais Je sais pas si c'est toi une question de forcer parce que enfin, forcer comme spécifiquement, on peut faire ce qu'on veut, enfin, on s'en fiche oui, quoi, oui, genre oui, 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 voilà. non Mais mais la question c'est, ouais, non, c'est ça, mais la question c'est plus genre, quitte à mettre mettre un personnage comme ça juste pour genre bien oui. «passer» entre guillemets, pour pas voilà, plutôt que de faire vraiment le travail parce que ce personnage et sa perspective nous intéressent et qu'on a envie de raconter une histoire dessus qui va, être intéressante pour ce personnage-là et Ouais. qui va être intéressante aussi pour les gens qui vont ensuite pouvoir s'identifier à ce personnage-là et voir leurs propres problèmes reflétés. Et du coup, bah, ça voilà, c'est la différence entre on a mis quelqu'un à l'arrache parce que d'un seul coup on nous a dit qu'il fallait faire ça, Hmm. et on a vraiment des gens, idéalement ça commence avec des gens dans l'équipe qui sont de ces perspectives-là,
qui vont dire moi j'ai envie de raconter mon histoire, on raconte jamais mon histoire, et du coup Ouais. on va lui donner la possibilité de faire ce genre de choses, et après, ou alors dire j'ai envie de raconter l'histoire de ce truc-là, et après d'impliquer des gens de cette culture-là pour créer quelque chose qui a un impact et qui est juste une bonne histoire, quoi, de la bonne narration. C'était bien mieux dit. C'était bien mieux dit. En production, quelle est la différence entre le lead narrative designer et le narrative designer, outre la hiérarchie et le décisionnaire? Bah, lead narrative designer, c'est rarement, enfin les leads en général dans le jeu vidéo, c'est rarement des gens qui vont travailler, qui vont être sur le terrain. Hmm. Les gens dans l'équipe, donc par exemple le narrative designer, junior narrative designer, senior narrative designer ou n'importe quoi, ces gens-là, ça va être les gens qui vont être: «OK, on a ce problème-là, comment est-ce qu'on le résout?» Et ensuite après on va aller l'intégrer dans le jeu, et cetera. Et tout ce qui va être, lead, ça va être des gens qui vont s'assurer que l'équipe a de quoi travailler, qu'il y a pas de problème à l'intérieur. C'est la personne qui va avoir la vision sur le long terme, c'est la personne qui va communiquer souvent avec les gens au-dessus d'elle, et qui va s'assurer que l'équipe a tous les outils pour travailler, tout ça. Après, il y a plusieurs approches à un lead. Ça peut être, quelqu'un qui va être, là pour s'assurer que l'équipe, genre, tienne bien les deadlines, et cetera, machin. Ça peut être aussi, idéalement, je pense que c'est le meilleur lead, des gens qui vont être des champions pour l'équipe, qui vont s'assurer que leurs besoins, que leurs, que les choses qui les inquiètent, et cetera, soient remontées, Hmm. et les protéger éventuellement je sais pas moi, de choses qui peuvent être, enfin de demandes qui sont impossibles à tenir, ou ce genre de choses, et du coup, un lead, ça va surtout être le lien entre l'équipe et la hiérarchie, souvent. Ouais, c'est ça. Tu gères la logistique, la communication, et surtout tu fais piston entre ton équipe et le dessus. Enfin, ça c'est bien quand tu le fais et que tu. En Mmh. gros, ouais, le lead. Enfin, c'est ça. Je rajouterais que si le lead il est bon, oui, il tient toute la pression et il essaie de pas la faire s'échapper dans son équipe. Et c'est lui Mmh. qui gère ça, quoi. Le Ouais, lead n'est. Vas-y. non, ouais, la balance est très délicate Eh oui, entre, oui. genre, présenter les informations, genre, voilà, la situation est comme ça, pour que les gens soient informés, mais pas non plus, genre, les faire paniquer en disant: «Ah, c'est Ouais, n'importe quoi, c'est c'est ça. explosé, faut tout changer», machin, ça. C'est difficile Ouais. comme travail, mais c'est plus un travail de leadership que Oui, c'est vraiment. du management en fait. Ouais, voilà, c'est ça, c'est du management. À partir du moment où on passe lead, on accepte de perdre un peu le pied avec les mains dans le cambouis. Lead n'est pas une finalité, donc si on aime produire, faire plutôt que gérer, planifier, c'est bien ça. Bah, si t'aimes gérer, et planifier, oui, tu vas rester narrative designer, tu vas être junior, mid, senior, et voilà. Mais tu vas rester dans la prod du coup. Ouais, c'est ça, mais ça, c'est bien, et je pense que c'est important à comprendre, parce que généralement lead, c'est perçu comme une avancée, hiérarchique, Ah oui, genre je vois, ouais. c'est un objectif de carrière, genre: «Ah moi je vais faire ça, puis après je vais être lead, machin», mais en vrai, tout le monde n'est pas, pour être très honnête, tout le monde n'est pas bon à Ouais. être lead. Et non seulement tout le monde n'est pas bon à être lead, mais en plus tout le monde n'aime pas ça, et genre personnellement, je connais des gens qui ça fait je sais pas, ça fait 20-30 ans qu'ils sont dans l'industrie, et ils sont, experts dans leur domaine, voilà, et ils ont toujours refusé de devenir lead, alors que techniquement ils ont l'expérience qu'ils pourraient, mais juste parce qu'ils veulent pas, genre arrêter de faire ce qui les passionne, Ouais. et commencer à rentrer dans la politique de machin, tout ça, parce que ça c'est, voilà, faut être capable de tolérer tout ce genre de choses, et c'est juste pas tout le monde. Mais il y a cette perception que, c'est absolument l'objectif de carrière de tout le monde, et je pense que c'est pas un bon message, et que c'est OK de juste rester, là où on s'amuse, quoi. C'est vrai que il faut le préciser. Le but n'est pas de devenir manager pour tout le monde, les amis. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que là, oui, ça fait une bonne heure. Merci d'avoir répondu, pas de souci. De rien. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? Sinon, on est à 1 heure et quelques. Donc, je pense que. Même plus qu'1 heure et quelques, je sais plus. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on stream. 1 heure et demie, peut-être? 1h20. 1 heure, ouais. 1h20. Euh, un avis sur DJ Silence. Ah, mais elle ne connaît pas la chaîne, Von Shive. Bon, Non, je suis désolée. je vais devoir expliquer. Il se peut que dans un stream nocturne d'il y a 2 mois, je me suis amusé à faire le DJ.
et que la nouvelle politique de Twitch consistant à muter la musique des replays, il y ait 3 heures de stream de moi en train de faire le DJ sans musique. À base de Zebardi. Incroyable. Donc voilà, vous pouvez aller regarder le replay, c'est disponible, c'est pas supprimé. As-tu prévu de suivre Nico suite à cela? Mais laissez-la tranquille. Une collab Nico Raquel sur une prod. Mais vous allez nous laisser tranquille? Le titre, c'est le rôle de narrative designer en production. Vas-tu faire un... Bon, allez, on va s'arrêter là. C'était recordé, donc merci YouTube. Voilà. Hop.